Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcement des compétences numériques à Djibouti, un forum Déclic Pro qui s'est tenu au Palais du Peuple. Toujours dans l'actualité nationale, le président de l'autorité des ports et des zones franches a accueilli les 17 nouveaux officiers portuaires. Et enfin, dans l'actualité internationale continentale, le Parlement sud-africain vote pour la fermeture de l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur de la Confédération de Suisse auprès de la République de Djibouti et représentant auprès de l'Union africaine, l'honorable Pietro Mona. La rencontre s'est tenue en présence de M. Jama Aouled Jama, consul honoraire de la Confédération de Suisse à Djibouti et du directeur de cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed. De prime abord, les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations existantes entre les deux pays. Ils ont également discuté des voies et moyens susceptibles de renforcer et de consolider les liens d'amitié et de coopération unissant les deux nations. Par ailleurs, le diplomate a tenu à remercier le gouvernement et le peuple djiboutien pour leur soutien précieux durant les conflits du Soudan afin d'évacuer leurs ressortissants occidentaux et suisses en particulier. En outre, les échanges entre le premier responsable du Parlement et le diplomate ont porté entre autres sur divers domaines allant de la géopolitique régionale et économique. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale a souhaité à son hôte la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres, en soulignant la nécessité de consolider davantage les relations séculaires liant les deux peuples et surtout les relations entre les institutions parlementaires des deux pays. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a assuré à son homologue de sa pleine disponibilité à l'aider dans l'accomplissement de sa mission. On reste toujours dans l'Assemblée nationale où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a conduit ses traditionnelles auditions des besoins et des ressources des départements ministériels. Eh bien, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a tenu une session aujourd'hui pour examiner le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2023. Cette réunion a été présidée par l'honorable Sharmak Moussa Aré et après avoir eu des séances de travail avec le ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, axé sur l'analyse conséquente des comptes publics. La séance de ce jeudi a été consacrée aux auditions du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, et à la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, en présence de hauts cadres de leur département ministériel. Suite à ces discussions constructives portant sur divers sujets, notamment la gestion des finances publiques, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis le projet de loi des finances rectificatif 2023 pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Autre actualité dans ce 22 heures, eh bien je vous le dis dans le titre, la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième édition du forum Déclic Pro à Djibouti s'est tenue ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Eh bien, cette deuxième édition du forum Déclic Pro, organisée par le MENFOP, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, avait pour intitulé « Les talents du numérique pour les entreprises » en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, de la représentante permanente de l'OIF auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la République de Djibouti, Mme Nefertiti, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, ainsi que de nombreux hauts cadres du MENFOP, des opérateurs économiques, les jeunes bénéficiaires des formations en numérique dans le cadre du programme Déclic, Formez-vous au numérique, ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Eh bien, ce programme Déclic s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026 adoptée lors de la conférence ministérielle de francophonie en 2021 et vise notamment l'amélioration de l'acquisition des compétences numériques, en particulier par jeunes et des femmes et les personnes en situation de vulnérabilité. La représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine et à Djibouti, Mme Nefertiti, a rappelé que l'objectif assigné au projet Déclic sur la formation au métier du numérique
déployés par l'OIF depuis 2021 dans 14 pays de l'espace francophone. De son tour et de son côté, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guilé Idriss Omar, a indiqué que cette initiative fort louable a apporté des opportunités significatives aux jeunes de notre pays. De vous remercier pour votre présence en ce jour, pour prendre part à la 2e édition du Forum Déclic Pro à Djibouti. Cet événement qui nous réunit marque l'engagement et la détermination de l'Organisation internationale de la francophonie et de la République de Djibouti, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à matérialiser leur contribution au service de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes fils et filles de ce pays. Ce programme est mis en place pour le renforcement des compétences dans le domaine du numérique. La première édition et 4e dans l'espace francophone a eu lieu à Djibouti en décembre 2022 et avait pour objectif 10 clics. Formez-vous au numérique avec l'OIF. A permis ainsi de former en 2022 et 2023 200 jeunes, à raison de 100 jeunes par an, dont la moitié sont des femmes. Ce forum 10 clics Pro offre des opportunités de formation et d'emploi pour les jeunes et des compétences numériques pour le développement des entreprises. La stratégie de la francophonie numérique 2022-2026 engage l'ensemble des États et gouvernements membres pour un espace numérique plus inclusif au service de l'humain. Eh bien, pour plus de détails, écoutons à présent le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc à ce titre, Monsieur le ministre, Madame la représentante de l'AUF, je tiens à vous féliciter pour l'initiative qui me rend heureux pour une deuxième chose qui est la plus importante à mes yeux, c'est que vous avez formé 200 jeunes djiboutiens. Il y a quelques jours, avec le ministre et quelques collègues, nous avons tenu un forum d'emploi et d'insertion pour les jeunes. Et on a beaucoup parlé du numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est, avant de demander aux gens de savoir lire et écrire, puis on leur demandait s'ils savaient parler d'autres langues. Aujourd'hui, quand vous présentez un CV, on vous demande si vous savez utiliser l'outil numérique. Et donc, j'espère que les diplômes, les certificats que vous seront remis vont enrichir votre CV. Mais je vous demanderai également d'être les messagers, les ambassadeurs, de former à votre tour d'autres personnes. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a souligné que la 2e édition du Forum Déclic Pro constitue des moments de rencontre entre les bénéficiaires des formations du projet Déclic, le secteur privé et tout acteur de l'écosystème du numérique. Il a pour finalité de promouvoir, a-t-il rappelé, et faciliter l'insertion professionnelle des apprenants à l'issue des formations déployées. Écoutons le ministre. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer mes chaleureux remerciements à l'OIF pour son soutien continu dans la réalisation de ce projet qui vise à offrir donc de nouvelles perspectives et opportunités à notre jeunesse, aux entreprises et sociétés de la place et aux centres de formation et les lycées techniques. Mesdames et messieurs, comme venait de dire le ministre de l'Enseignement supérieur, la République de Djibouti a fait des progrès significatifs pour devenir une plaque tournante numérique sur les marchés régionaux en matière de connectivité et des données, en valorisant le développement d'un environnement propice à l'introduction progressive des investissements du secteur privé dans les TIS et en encourageant l'adoption des compétences et des services numériques. Cette nouvelle approche, alignée sur la vision 2035 de Djibouti, vise à garantir qu'un plus grand nombre de Djiboutiens et de secteurs publics et privés aient accès à un Internet de qualité et abordable et reconnaît le rôle des TIC dans la croissance économique. L'action du gouvernement de Djibouti contribue également au développement des programmes de compétences numériques dans les entrepreneurs et à l'intégration des compétences numériques de base dans les programmes scolaires en université. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de l'Énergie, M. Yonis Ali Guedi, qui a clôturé hier un atelier national de validation des études de planification énergétique au Kempinski Palace.
Eh bien, l'objectif de cet atelier est de montrer quelles sont les informations énergétiques nécessaires pour définir une politique de l'énergie, ainsi soumettre aux différents acteurs institutionnels, établissements publics et entreprises privées du secteur de l'énergie et de la planification économique et statistique des résultats issus de ces études. Cet atelier a démontré par ailleurs qu'il existe dans le pays des experts nationaux qui sont en mesure de prendre en charge toutes les activités de planification et de gestion de la politique énergétique du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Décentralisation ont également pris part à cet atelier. Eh bien, en cours de cet atelier, les ingénieurs du ministère, avec le soutien de l'expertise de l'Agence internationale, ont développé 3 études de planification énergétique, à savoir le bilan énergétique de 2019, l'analyse de la demande énergétique future et l'analyse de l'offre d'approvisionnement énergétique. Écoutons le ministre. C'est un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de validation des études et planification de la politique énergétique nationale qui s'inscrit dans le cadre de la coopération technique mise en place avec l'Organisation internationale de l'énergie atomique qui marque l'aboutissement des travaux initiés lors de l'atelier tenu en juillet 2022. Comme vous le savez, l'énergie est un secteur à vocation économique et sociale. Pourvoyeur de produits, des services et des commodités, elle a un caractère transversal en ce sens qu'elle est nécessaire à la plupart des secteurs du développement socio-économique. Aussi, ne peut-elle être déconnectée des besoins de la population et de l'économie nationale, tant les services énergétiques contribuent de manière significative à toutes les activités humaines pour l'atteinte de meilleures conditions de vie, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable et des activités génératrices de revenus. Nous sommes donc réunis ce jour pour valider ce présent document de politique énergétique nationale dicté par des constats majeurs, notamment les besoins de recentrage des objectifs et des orientations stratégiques du gouvernement dans le domaine de l'énergie à la lumière des réformes socio-économiques opérées dans notre pays ces dernières années. L'accroissement du nombre des acteurs institutionnels, publics et privés sans un cadre unique de référence de leur intervention dans le secteur de l'énergie. Mes chaleureux remerciements enfin à l'équipe nationale, cellule qui a travaillé sur le projet, ainsi que les représentants de toutes les institutions du MEFI, de l'Université de Djibouti, du CER, de l'Instad et autres institutions qui ont participé à l'élaboration de cette planification stratégique nationale. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la République de Djibouti a récemment mis en œuvre des actions significatives pour renforcer la sécurité de son espace maritime, démontrant ainsi son engagement résolu envers la préservation de la stabilité régionale, en particulier dans la région du Bab el-Mandeb. Ainsi, l'utilisation coordonnée des ressources de la Marine nationale, de la garde-côte djiboutienne, a été un élément clé de cette initiative. À travers une série de manœuvres, Djibouti a mis en avant sa capacité indéniable à garantir la sécurité des eaux territoriales. Et au-delà de ces exercices, ont été conçus pour évaluer la réactivité, la coordination et l'efficacité des unités navales et côtières dans divers scénarios maritimes. Les résultats de cette évaluation ont été particulièrement satisfaisants, mettant en évidence la préparation constante de la Marine nationale et des gardes-côtes à faire face aux défis maritimes complexes. Djibouti a ainsi affirmé sa volonté et sa capacité à assurer la sécurité maritime régionale, consolidant sa position stratégique en tant qu'acteur clé dans le maintien de la stabilité dans la région de la mer Rouge.
Ces actions démontrent clairement l'engagement indéfectible de Djibouti envers la sécurité maritime et la coopération régionale en renforçant sa posture sécuritaire. La République de Djibouti contribue activement à la protection du détroit stratégique du Bab el-Mandeb, jouant ainsi un rôle crucial dans la préservation de la sûreté des voies maritimes. Autre actualité, cette fois-ci, c'est le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications qui a clôturé hier la formation sur la planification des activités liées au développement des infrastructures à large bande dans le domaine d'éthique. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, et a réuni, outre les responsables du ministère de la Communication et des postes et télécommunications, les responsables des programmes du bureau régional de l'UET, des experts et des représentants des États arabes membres de l'Union internationale des télécommunications. À l'issue de ces 3 jours de formation, les parties prenantes ont suivi une méthodologie claire et pratique pour l'évaluation économique précise des plans d'installation et de déploiement d'infrastructures à large bande proposés. La formation sur le développement des infrastructures à large bande a pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences des participants sur le principe de la planification d'entreprise et de leur mise en pratique dans le contexte du soutien à la prise de décisions politiques et réglementaires en matière de développement des infrastructures. Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, a profité de l'occasion pour remercier les formateurs de l'EUT qui ont dispensé cette formation sur le développement des infrastructures à large bande. Nous voilà, chers assistants et participants, nous voilà arrivés à une formation de 3 jours sur le développement des infrastructures à large bande dans le domaine d'éthique. Et avant de clore cette formation, je tiens à remercier en premier lieu l'ITU à travers son représentant régional des pays arabes, le formateur Silva, et j'espère que vous avez pu bénéficier d'une formation de qualité durant ces 3 jours qui vous permettra bien sûr d'avoir des connaissances sur le développement des infrastructures à large bande. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Eh bien, dans un développement significatif, M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité de port et des zones franches de Djibouti, a exprimé sa satisfaction aujourd'hui, alors que les 17 nouveaux officiers portuaires ont officiellement pris leurs fonctions. Rappelons que ces professionnels hautement qualifiés sont diplômés
de la prestigieuse Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime à Alexandrie en Égypte, ayant consacré 5 ans à maîtriser les subtilités du domaine maritime. Il s'agit là de la 3e promotion djiboutienne à sortir de cette académie de renommée, avec une 4e promotion entièrement féminine prévue pour 2025, soulignant l'engagement de la nation à développer les talents locaux dans le secteur maritime. Ces développements soulignent les efforts continus de Djibouti pour se positionner en tant qu'acteur clé dans le paysage maritime régional. Eh bien, le président des autorités du port et des zones franches de Djibouti, M. Hadi, a souligné l'importance de ces nouveaux officiers plutôt portuaires, alors qu'ils rejoignent le secteur maritime en expansion. De leur expertise, a-t-il rappelé, constituera un atout majeur et précieux pour renforcer davantage la position de la nation dans l'industrie maritime. Cette petite cérémonie pour accueillir la dernière promotion des capitaines et des ingénieurs qui ont été formés à l'Académie maritime d'Alexandrie. C'est le 3e groupe. 3e groupe. Nous attendons aussi le 4e groupe qui est composé totalement des jeunes filles qui sont en formation actuellement et qui vont rentrer en 2025. Merci. Social à présent, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, a mis en place une nouvelle stratégie concernant la digitalisation des paiements relatifs aux prestations familiales via D-Money et Wafi. Et à ces propos, écoutons pour plus de détails la déclaration du directeur adjoint technique de la Caisse nationale de sécurité sociale. En ce qui concerne la modernisation des paiements des prestations familiales par la CNSS, passage à la monnaie électronique via D-Money et Wafi. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, de Djibouti, modernise les paiements des prestations familiales en adoptant la monnaie électronique via D-Money et Wafi. Cette transition vise à améliorer l'expérience des assurés en évitant les déplacements inutiles et en réduisant les files d'attente. La CNSS a déjà lancé les paiements digitaux au cours du 2e trimestre et encourage tous les bénéficiaires à s'enregistrer rapidement, soit en personne au guichet, munis de leurs pièces d'identité et leurs coordonnées téléphoniques, soit par l'intermédiaire de leurs employeurs. L'objectif est de renforcer la sécurité, minimiser les risques liés à la manipulation des liquidités et améliorer les services pour les assurés. Pour plus d'informations, merci de contacter le département des prestations sociales au 21 33 18 97. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre de leadership et d'entrepreneuriat, sous son acronyme CLÉ, a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la formation de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes handicapées à la Bibliothèque et des Archives nationales. La cérémonie de lancement a réuni le directeur général de la NPH, M. Doual Saïd Mahmoud, le directeur général de la DS, le directeur général adjoint du CLÉ, le président de la commune de Balbala, la directrice de la NPC par intérim. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusion et de l'autonomisation des personnes handicapées à travers l'entrepreneuriat. Ces programmes de formation ont pour objectif de promouvoir le développement socio-économique des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus. La cérémonie s'est conclue dans un esprit de dialogue, d'échange fructueux entre les participants. Eh bien, direction d'Amerjouk, suite à l'élan de solidarité initié par les jeunes dans le CDC, le comité d'organisation du collecte des fonds de la sous-préfecture de Demerjouk a franchi une étape cruciale dans leur mission philanthropique dédiée à la Palestine. C'est avec une grande responsabilité et une transparence absolue qu'ils ont versé le fonds collecté au camp de solidarité spécialement ouvert pour cette cause au sein de la banque BOA.
L'initiative récente menée par le comité des jeunes de la sous-préfecture de Demirjoc pour la collecte des fonds illustre parfaitement cette dynamique populaire en réponse à l'appel du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, du 1er novembre. Grâce à l'implication assidue de toutes les composantes de la sous-préfecture de Demirjoc et les jeunes, au premier rang, un premier versement de fonds collectés dépassant largement l'objectif à atteindre par la CDC est versé aujourd'hui. La sous-préfecture de Demirjoc ouvre ainsi la voie de la phase de dépôt des aides collectées. Ce fonds de solidarité reflète non seulement l'esprit de cohésion au sein de la population de Demirjoc, mais également son engagement à agir collectivement pour répondre à l'appel du président de la République. Leur initiative traduit un message d'espoir montrant que l'union et la persévérance peuvent effectivement mener à des gestes concrets en faveur du peuple frère de la Palestine. L'événement de versement qui la concrétisation d'un geste humanitaire solidaire a eu lieu en présence des personnalités influentes comme le député de la région, Djibril Abdillahi Miguene, le sous-préfet, Abdijkib Nour Youssouf. Jilani Moussa, je suis parmi les jeunes du CDC de Demirjoc. On a répondu à l'appel du président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour les collectes du fonds afin de soutenir un jeune palestinien. Aujourd'hui, on va verser les fonds dans les comptes. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où un comité national de la charia organisé ce matin dans la salle de conférence du Salam Center, 6 au 10e étage de la tour du siège de Salam Bank, un séminaire sur les transactions financières conformément à la charia, qui selon les spécialistes religieux de cette institution sous la tutelle de la Banque centrale de Djibouti est un mode de financement. C'est du moins le sens de ce séminaire qui a réuni sur place, d'un côté le président Ibad Ibrahim, entouré des membres spécialistes du droit islamique et de son institution, parmi lesquels le président du Haut Conseil islamique de Djibouti, Cheikh Abdurrahman Mohamed, un pléthore d'oulémas venus de plusieurs mosquées de la capitale, des représentants des banques islamiques de Djibouti, des personnalités anonymes. Il s'agit là pour les spécialistes du droit islamique de mettre en place le mode de financement qui est, selon eux, exempté d'intérêts usurpaires dans les différentes banques. Au cours de la cérémonie de ce séminaire, le président du Conseil national de la charia a passé en revue les objectifs de création de son institution. Dans cette foulée, le chef de la CNC, Ibrahim Ibad, a dit qu'il est également chargé d'étudier. Dans la volonté de l'OIM de renforcer au niveau touché par les conséquences de cette sécheresse prolongée, tandis que les populations affectées peinent à se remettre de la perte de leur bétail et du manque de nourriture. Nous espérons que les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre ce phénomène complexe, parce que c'est très complexe, on va le voir ensemble, qui est la migration environnementale, et à créer ensemble un environnement favorable et solidaire. Eh bien, c'était le Sheraton Hotel qui a été à la théâtre d'une journée d'information, de sensibilisation des migrants sur les changements climatiques en faveur des jeunes organisés par le mouvement de la jeunesse unie et indivisible en collaboration avec l'EUM. Eh bien, dans son discours d'ouverture, le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, M. Ahmed Mogola, a souhaité la bienvenue aux participants et les avoir remerciés de leur présence, a exprimé sa reconnaissance à l'OIM. Écoutons-le. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour échanger, apprendre et relever les nombreux défis liés à la migration dans les contextes du changement climatique. La migration est un phénomène complexe qui peut être influencé par de nombreux facteurs, notamment les facteurs environnementaux et les changements climatiques. Comme vous le savez, la mobilité humaine induite par les climats est un terme général qui fait référence à tous les aspects des déplacements des personnes dits à des événements liés au changement climatique, qu'ils soient soudains ou longs. Le changement climatique ne connaît pas de frontières. Il constitue une menace pour la sécurité humaine et un facteur de migration. Les jeunes sont particulièrement vulnérables, mais ils sont aussi des acteurs clés de l'action climatique lorsqu'il s'agit de promouvoir l'action climatique et protéger les migrants environnementaux. Aujourd'hui ou demain, n'importe qui peut devenir un migrant climatique. C'est pourquoi il est important de sensibiliser les jeunes sur les enjeux cruciaux liés au changement climatique et à la mobilité humaine. Les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans les questions
des migrations, d'environnement et du changement climatique. Il est en effet crucial de faire comprendre aux jeunes les liens entre la migration et le changement climatique et de travailler ensemble pour trouver des solutions durables aux défis qui se posent. Les jeunes peuvent jouer un rôle important dans la promotion de ces actions en apportant leur perspective, leur énergie et leur engagement pour façonner un avenir durable. Eh bien, c'est le président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, M. Ahmed Mogola, qui a souhaité la bienvenue aux participants lors de l'atelier de journée d'information et de sensibilisation sur la migration et le changement climatique en faveur des jeunes qui ont organisé par le mouvement de la jeunesse unie indivisible en collaboration avec l'OIM. L'atelier a vu la participation d'une cinquantaine de participants de toute la commune et ainsi que de la capitale. Direction Arta, ou la veille de la randonnée pédestre d'Arta qui vise à promouvoir la paix en Palestine, l'excitation est palpable alors que les participants se préparent pour cet événement majeur. Les organisateurs et les bénévoles s'activent pour finaliser les derniers détails de cette démarche historique qui est attendue avec impatience par les citoyens engagés. Depuis des semaines, un comité dédié s'est attelé à la planification minutieuse de cette randonnée pédestre qui représente une occasion de sensibiliser le public à la situation en Palestine et de promouvoir la paix dans la région. Les préparatifs ont été intenses avec des réunions régulières pour établir l'itinéraire, assurer la sécurité des marcheurs et coordonner les différentes étapes de la randonnée. Des équipes du secrétariat d'État chargé des sports et de la préfecture ont travaillé sans relâche pour garantir que tout soit en place. Des points de ravitaillement en eau et en nourriture aux services médicaux d'urgence. Alors que le dernier jour avant la marche approche à grands pas, les participants ressentent un mélange d'excitation et de détermination. Ils sont prêts à relever le défi, convaincus que leur part marqueront un pas de plus vers la paix en Palestine. On sait que vendredi 24 novembre, il y aura lieu la 7e édition de la randonnée d'Arta. Cette année, cette marche est dédiée pour la cause palestinienne. Je tiens à exhorter la population djiboutienne à participer massivement. Et dans l'actualité internationale, régionale, des inondations en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700 000 personnes de leur domicile. De plus, des pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et destructions selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que le nombre de personnes déplacées par ces fortes pluies et les inondations en Somalie avait presque doublé en une semaine, tandis qu'1 700 000 personnes au total ont été touchées par la catastrophe. En outre, les routes, les ponts, les pistes d'atterrissage ont été endommagées dans plusieurs régions, ce qui affecte la circulation des personnes et des fournitures et entraîne une augmentation des prix des produits de base. La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles, des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où des pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. Eh bien, je vous le disais dans le titre, les législateurs ont voté hier en Afrique du Sud en faveur d'une motion appelant la fermeture de l'ambassade d'Israël et la rupture des liens diplomatiques jusqu'à qu'Israël accepte un cessez-le-feu à Gaza. La motion déposée par le parti d'opposition Economic Freedom Fighter a reçu le soutien de 248 membres du Parlement, tandis que 91 législateurs s'y ont opposés. Le vote a eu lieu après que le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré avoir rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, à Jérusalem, pour consultation. Le vote de la motion soutenue par le parti au pouvoir, l'African National Congress, a eu lieu alors que le président Cyril Ramaphosa, lors d'une réunion avec d'autres dirigeants mondiaux, a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza avec son offensive militaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme télévisé et bon week-end à vous.